Chers amis, bonsoir. Dites-moi, si jamais il vous prenait l'envie de sonder l'espace lointain et de découvrir un signal extraterrestre, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous l'annoncez à vos amis? Est-ce que vous l'annoncez à la presse, au risque que ce soit faux et que vous passez un peu pour un mec ridicule? Est-ce que vous restez sceptique, ou bien est-ce que vous tombez directement dans les théories les plus farfelues? Des signaux extraterrestres, il y en a partout. Du moins, à croire tous ceux ayant clamé une fois dans leur vie en avoir capté un, ne serait-ce qu'un seul. En réalité, pour l'instant, on n'en voit nulle part. Certains y ont consacré leur vie en s'y prenant avec des méthodes fiables, et d'autres avec des méthodes un peu plus douteuses. Parmi eux, on a Nikola Tesla, l'inventeur de génie, celui qui a démocratisé le courant alternatif dans le monde entier. C'est probablement le scientifique qui canalise le plus de théories du complot sur sa personne. Et lui aussi, il affirme être entré en contact avec des extraterrestres venant de Mars. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Enfin, c'est ce que certains prétendent qu'il prétend. Ouais, c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un peu tout ça. Aujourd'hui, on va aborder une facette un petit peu moins connue de Nikola Tesla, chasseur d'aliens. Avant de continuer, un petit mot de notre partenaire du jour, CyberGhost VPN. Si vous avez l'habitude de naviguer sur la toile, un VPN vous permet une navigation encore plus sûre. Pour éviter de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants, vous avez CyberGhost VPN qui vous permet de masquer votre adresse IP et de chiffrer vos données via un tunnel sécurisé. Grâce à ça, vous pouvez regarder des séries qui ne sont même pas disponibles en France et d'augmenter votre catalogue VOD en achetant au catalogue étranger de vos plateformes favorites. Non seulement il protège vos données sur les réseaux publics, mais il vous offre aussi l'accès à des contenus géorestreints de plus de 35 services de streaming comme Netflix ou Disney+, pour que vous puissiez obtenir 40% de contenu supplémentaire. Avec déjà 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost VPN est le leader mondial du VPN et fonctionne sur tous les OS, Windows, Mac, Linux, iPhone et Android et compte déjà 11 000 serveurs dans plus de 100 pays. Avec le lien en description de la vidéo, vous pouvez profiter d'une offre de 4 mois sur l'abonnement de 2 ans, et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez être remboursé sous 45 jours. Merci beaucoup à CyberGhost VPN d'être le partenaire de cette vidéo. À la fin du 19e siècle, les méthodes d'observation du ciel se développent, et on a désormais la capacité d'observer des détails à la surface des planètes. Évidemment, le premier exemple, c'est Vénus, parce qu'on sait que Vénus est la jumelle de la Terre au niveau de sa taille, sa masse, son volume, mais le problème, c'est qu'on voit absolument rien à sa surface. Ce n'est qu'un siècle plus tard que ce que l'on surnomme l'étoile du berger est en fait recouverte de nuages d'acide, et qu'en dessous, c'est littéralement l'enfer. Mais pour Mars, c'est différent. Si vous êtes un vieux de la vieille sur ma chaîne, vous savez que j'ai déjà abordé le sujet en long, en large et en travers. Mais pour résumer, lorsque Giovanni Schiaparelli établit une carte de Mars en 1877, avec des canaux à sa surface, tout le monde spécule sur la possibilité d'avoir des sources d'eau liquide à la surface de Mars. Et pourquoi pas, de la vie intelligente. Percival Lowell emboîtera le pas avec l'installation de l'observatoire portant son nom, sur les hauteurs de la petite ville de Flagstaff, en Arizona. Et il va pas chômer le bougre. Il consacrera une bonne partie de sa fortune personnelle dans l'observation de Mars et recensera 400 canaux différents. Oui, le mec qui s'appelle Perceval, il veut trouver des extraterrestres. Voilà. Comme dans Kaamelott, exactement. Moi je pense qu'il y a un complot. Selon lui, les canaux, les canyons, les gorges, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver un peu sur Mars comme ça, sont bien trop parallèles et rectilignes pour que ce soit simplement l'œuvre du chaos, du hasard et de la géologie. Ou plutôt de l'aréologie, c'est-à-dire la géologie sur Mars. Et il en est arrivé à la conclusion que Mars est habité par une civilisation extraterrestre qui a construit ces canaux, donc des canaux artificiels, afin de lutter contre une sécheresse planétaire. J'adore cette théorie. Elle est débile, hein, mais j'adore cette théorie. Très originale, il a beaucoup d'imagination, le Percival. Et le pire, ou le meilleur, c'est que l'on sait aujourd'hui que Mars a abrité de l'eau liquide à sa surface il y a des milliards d'années, et que les canaux observés au 19e siècle sont des vestiges de cette époque révolue. Les travaux de Schiaparelli, mais surtout ceux de Lowell, n'ont pas du tout fait l'unanimité, bien au contraire.
À partir de là, l'imaginaire collectif va prendre le relais. Cela va inspirer Herbert George Wells, plus connu sous le nom de H.G. Wells, qui publiera son plus célèbre roman, La Guerre des mondes, que vous connaissez tous. L'histoire met en scène une invasion méthodique et planifiée de la Terre par une civilisation martienne, à l'aide de tripodes géants, qui entre-temps sont devenus des incontournables de la science-fiction, même si ce terme n'existait pas à l'époque de la sortie du livre, en 1898. À l'époque, c'était nouveau, ça apportait un petit vent de fraîcheur, et ça a mené à des perspectives quant à la possibilité d'une civilisation extraterrestre sur Mars. Et d'ailleurs, ça coïncide avec une découverte majeure, les ondes radio. Elle sera confirmée par Heinrich Rudolf Hertz en 1888, 1888, oui si vous voulez, à qui on donnera son nom à l'échelle de la fréquence, les Hertz. Oui, ça vient de là, le monde est petit. En même temps, c'est un peu logique. Les ondes radio, c'est de la lumière invisible à nos yeux, avec une fréquence plus faible que la lumière visible, donc avec des longueurs d'onde bien plus grandes. Et quand on la démocratise, on peut s'échanger des informations avec. Donc au lieu d'essayer de spéculer indéfiniment sur l'interprétation des canaux martiens à l'aide d'observations au télescope malheureusement bien trop limitées, pourquoi ne pas tout simplement sonder Mars et sonder l'univers par la même occasion? Et là vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Nikola Tesla? Parce qu'à la base c'est de lui qu'on parle. C'est littéralement ce qui lui est arrivé. Enfin, c'est ce qu'il prétend. Et c'est là où on va essayer de remonter un petit peu l'histoire et tenter de comprendre ce qu'il a voulu dire par là. Nikola Tesla est un personnage assez controversé, et malgré sa réputation de génie et d'inventeur ayant changé la face du monde, il est aussi victime de théories du complot qui vont un peu dans tous les sens, sans parler de ses déclarations publiques et réelles qui n'ont pas laissé indifférent. Dans un récent épisode, j'ai parlé du rayon de la mort, une pseudo-invention de Tesla à la fin de sa vie, qui allait, selon ses propres dires, bouleverser les époques. En vérité, c'était juste une grotesque tentative de refaire parler de lui dans un contexte de tension dans les années 30. Personne n'a jamais vu la moindre trace de son rayon de la mort. Et le problème, c'est que si on creuse le sujet et qu'on essaye de chercher l'histoire où il prétend être entré en contact avec des extraterrestres, déjà il y a plusieurs versions de l'histoire qui se contredisent un petit peu, mais surtout c'est qu'on tombe sur des sites internet ou des trucs comme ça, un peu New Age, un peu trop optimiste sur la question des extraterrestres, et avec une esthétique moche, en fait. Encore aujourd'hui, c'est assez difficile de démêler le vrai du faux dans cette histoire, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Mais d'où ça vient cette histoire? Et surtout, quel est le rapport avec Schiaparelli, Percival Lowell, les signaux sur Mars? Mais justement, j'y viens. À la fin du 19e siècle, Tesla décide de conduire des expériences de transmission de l'électricité sans fil, et veut employer les grands moyens pour concrétiser ses projets. En 1899, il s'installe dans la ville de Colorado Springs, aux États-Unis, dans l'état du Colorado. En même temps c'est logique, mais je me permets quand même de préciser parce que là-bas, je le rappelle, Kansas City ne se trouve pas au Kansas. Donc on sait jamais avec eux. Bref, Colorado Springs se trouve à 100 km au sud de Denver. Et comme cette dernière, elle se trouve au pied des montagnes rocheuses. L'état du Colorado est globalement divisé en deux, avec les plaines du Midwest à l'est et les montagnes à l'ouest. C'est très pratique parce qu'au sommet des montagnes, on a une vue imprenable sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés à la ronde. Et par temps sec, ça donne une vue dégagée pour capter des ondes radio dans de très bonnes conditions. Il va installer son laboratoire au Peak Pikes, à 4300 mètres d'altitude, qui d'ailleurs est encore utilisé aujourd'hui. Sauf qu'il a besoin d'électricité pour faire ses expériences. Logique. Il va passer un accord avec les services d'électricité du comté d'El Paso, le comté dans lequel se trouve Colorado Springs, dans l'état du Colorado, mais qui n'a rien à voir avec la ville d'El Paso qui, elle, se trouve au Texas. Aucun lien fils unique. Les US, c'est vraiment le bordel au niveau des noms. Bref, les services électriques lui fournissent un courant alternatif gratuitement. Notez bien le « gratuitement », on va y revenir. Il met également l'homme d'affaires et entrepreneur John Jacob Astor dans la poche pour financer ses travaux, en échange d'une partie des actions de Nikola Tesla Company à hauteur de $100 000 de l'époque, ce qui équivaut aujourd'hui
à 3 millions de dollars. C'est énorme. Et là, ils se disent que Tesla va travailler sur un nouveau modèle de courant alternatif, ou bien faire de la recherche sur la conduite de l'électricité sans fil. Non, il va fumer tout l'argent pour faire des expériences sur sa montagne. Quel genre d'expérience? Oh, 3 fois rien, des éclairs artificiels, faire passer des millions de volts entre 2 bobines, enfin bref, le genre de truc absolument normal, et qui amène naturellement à griller les générateurs d'El Paso et de provoquer des pannes de courant. Je le rappelle, El Paso lui fournissait de l'électricité gratuitement en espérant, sur un coup de chance, d'avoir un retour sur investissement, parce que Nikola Tesla, c'est quand même pas le dernier au niveau de déposer des brevets. Et non, en fait, le mec, il utilise ça pour faire des éclairs de 40 mètres de haut, en fait, sur sa montagne. Des trucs comme ça, voilà. Tu vois, t'es là, t'es un cow-boy, après une journée de travail, t'en as marre, tu vas au saloon te détendre un peu, et puis là, boum, coupure d'électricité parce que t'as le fou de la montagne qui s'amuse à faire des éclairs. Les mecs, ils ont pas signé pour ça à la base. En fait, Tesla voulait s'installer à Colorado Springs en raison du climat froid et sec du Colorado, et voulait utiliser l'atmosphère, voire même la Terre entière, comme une espèce de bobine géante qui pourrait conduire de l'électricité tout autour du monde. Il était ambitieux, le bougre. Mais ce n'est pas spécialement pour ça que son bref passage à Colorado Springs va marquer les esprits, mais plutôt à cause de Mars. En 1899, Tesla voulait prouver que l'électricité pouvait se transmettre sans fil à travers la Terre par ondes atmosphériques. Pour le coup, il avait vu juste. Sa fameuse tour au sommet du Peak Pikes était capable de détecter des ondes électromagnétiques de très faible intensité, et donc capter des ondes radio à faible fréquence, de la lumière qui ne peut pas être détectée par d'autres machines. Pourtant, en juillet 1899, Tesla reçoit des signaux qu'il n'avait jamais captés avant par ses instruments. Des sortes d'impulsions régulières, un signal faible venant de l'atmosphère, voire même, peut-être, de l'outre-espace. Quand on a compris l'importance des ondes radio, on savait à l'époque déjà que l'espace devait grouiller d'activités radio dans l'univers, les étoiles, les planètes, les galaxies, mais là c'est différent. Les signaux sont réguliers, organisés, avec une intensité beaucoup trop faible pour que ce soit simplement une interférence humaine. C'est pas logique. C'est trop bizarre comme truc. Et ça va durer plusieurs jours pendant le mois de juillet 1899. Donc Tesla va élaborer des théories. Il est persuadé que le signal est d'origine extraterrestre. Pas au sens de la vie extraterrestre, mais au sens premier du terme, littéralement hors de la Terre. Une étoile, une planète, peu importe, il a capté quelque chose que seule son antenne aux alentours est visiblement capable de capter. Il va temporiser un peu, il va annoncer sa découverte au passage du 21e siècle, c'est-à-dire le 1er janvier 1901. Disons que c'était une belle occasion, on va dire. Et à partir de là, les versions de l'histoire partent un petit peu dans tous les sens. Il semblerait que Tesla soit plutôt prudent dans ses déclarations. Mais la presse va rapidement transformer cette simple anomalie, pour l'instant inexplicable, comme le signal extraterrestre venant de l'espace, et plus particulièrement de Mars. Il y a une autre version de l'histoire où c'est Tesla qui pense directement que c'est un signal extraterrestre, mais connaissant le scepticisme du bonhomme sur la question, ça me semble assez peu probable. En fait, l'info est invérifiable aujourd'hui. Tesla a capté un signal assez bizarre, avec une fréquence très faible, venant très certainement de l'espace. Et c'est tout. Les médias ont fait le reste, sachant qu'à l'époque, la mania sur Mars était présente. Le mythe des canaux artificiels à la surface de la planète rouge persistera jusque dans les années 30. Pourtant, plusieurs éléments semblaient confirmer la deuxième hypothèse, notamment en cherchant dans les archives du scientifique. Nous sommes en train de recevoir des messages lointains, venant de centaines de milliers de miles, et possiblement à des distances encore plus lointaines. Ne laissez pas fuiter ça aux journalistes. Les mouvements captés par mes instruments se répètent plusieurs fois. J'en conclus qu'il puisse s'agir d'un message ou d'un signal venant directement d'une autre planète. 125 ans après cette histoire, et plus de 80 ans après la mort de Nikola Tesla, le mystère reste entier. Évidemment, cette histoire en a fasciné plus d'un. Je ne suis pas le seul à l'avoir découvert, et je ne suis pas le seul à l'avoir raconté. Et certains se sont mis à faire des recherches assez poussées pour tenter d'élucider cette anomalie.
C'est le cas de deux frères physiciens, Kenneth et James Corum, des ingénieurs spécialisés dans l'étude des radiofréquences et de l'électromagnétisme. Ils ont consacré une bonne partie de leur carrière de doctorant dans l'étude de la vie de Nikola Tesla. Ils sont assez fans du bonhomme. Du coup, quand ils ont entendu parler de cette histoire d'extraterrestres, de signaux, de trucs d'El Paso, Colorado Springs, tout ça, leur sang n'a fait qu'un tour et ils y sont pas allés du plat de la main morte. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ils se sont mis en tête de reproduire l'expérience de Tesla dans les mêmes conditions, afin de savoir ce qui s'était réellement passé. Et en 1996, ils commencent leurs travaux. Ils ont utilisé un équipement similaire à celui de Tesla, notamment des résonateurs haute fréquence et des antennes extrêmement sensibles, suffisamment pour détecter des signaux avec une très faible intensité, pouvant venir de l'espace. Sauf qu'en 96, des signaux radio de faible intensité dans l'espace, on sait qu'il en existe des milliards de milliards de milliards. On n'est pas comme en 1900 où nos connaissances étaient limitées et spéculatives. Là, on sait que l'univers grouille d'ondes radio. Sauf que faire le tri dans la manne d'informations entre les interférences humaines et tous les signaux radio qui existent dans l'espace, c'est chaud. Ils ont néanmoins réussi à capter un signal extrêmement similaire à celui qui était reçu par Tesla, un signal de 10 kHz, c'est-à-dire de la lumière, avec une longueur d'onde de 30 km. Oui, c'est vraiment énorme, et donc ça a une fréquence incroyablement faible. Les ondes radio avec lesquelles nous communiquons ont des fréquences beaucoup plus élevées. Mais 10 kHz, ça correspond bien à un phénomène qui est unique dans l'espace. Et les frères Corum réussiront à déboucher sur une hypothèse qui est absolument lunaire. Je veux dire, littéralement lunaire. Ces ondes auraient pu être émises par Io, une lune de Jupiter, et accessoirement la lune galiléenne la plus proche de la géante gazeuse, connue pour son activité volcanique et qui ferait passer l'Islande pour une cour de récré. Le signal se produit en interagissant avec le champ magnétique de Jupiter. En gros, la Lune traverse régulièrement un tore de particules chargées et de plasma en raison de la faible distance de son orbite. Ces interactions moléculaires émettent des photons à une fréquence de 10 kHz, ce qui n'est pas très fort, au contraire. C'est très faible. 28 ans après, cette théorie ne fait toujours pas consensus, mais c'est pour l'instant l'une des expériences les plus poussées pour essayer d'expliquer ce mystère. Et puis c'est déjà un petit peu plus crédible que des extraterrestres sur Mars. Parce que, encore une fois, des extraterrestres sur Mars, la planète qu'on connaît le mieux après la Terre. Je pense que, vu à quel point on l'a ratissé déjà Mars, si on avait découvert une civilisation capable de maîtriser les ondes radio, ça se saurait, non ? Peut-être que Nikola Tesla a capté une interaction venant d'une lune volcanique à plus de 600 millions de kilomètres de la Terre. Peut-être. Ou peut-être pas. Le fin mot de l'histoire n'est toujours pas écrit. Il ne s'écrira peut-être jamais. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et elle a été présentée par CyberGhost VPN. Si vous avez besoin d'un service VPN de qualité, CyberGhost est là pour vous. Vous pouvez profiter d'un tarif à moins 83%, soit 2,03 € par mois, et une offre de 4 mois complet. Le lien est dans la description de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager mon travail, un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche, c'est super important. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles histoires. Allez, à la prochaine.